La sécurité, la question qu'on a posée aux Français, c'est faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour assurer la sécurité en France? La réponse du sondage CSA pour CNews, elle est claire. 57% des Français disent non. Nous ne faisons pas confiance à Emmanuel Macron pour cela. 43% oui. Et alors là, si on regarde l'électorat de droite, puisqu'on l'évoquait, 77% des électeurs de droite disent non, ils ne font pas confiance à Emmanuel Macron. La sécurité, grand échec d'Emmanuel Macron. Écoutez Robert Ménard, le maire de Béziers. C'est un des échecs incroyables de Monsieur Macron. Enfin, honnêtement, c'est pas un sentiment d'insécurité. Dans bien des endroits, il y a moins de sécurité. Vous le voyez, tout le monde le voit, ça saute aux yeux. Il faut dire qu'on a eu des ministres de l'Intérieur. Monsieur Darmanin, c'est un peu moins que les autres. Mais avant, c'est Castaner et avant, c'était une vraie catastrophe. Oui, là, c'est une des raisons qui, par exemple, ont fait que moi, j'ai voté pour Marine Le Pen. Voilà, pour Robert Ménard. Thibault de Montbrial, vous êtes spécialiste de la sécurité. Si on prend tous les critères, ça a empiré en 5 ans. Ah mais là, les clignotants sont au rouge écarlate. On a une délinquance qui explose notamment à Paris, avec les scénarios les plus sombres qui, moi, m'étaient annoncés par les hauts fonctionnaires qui dirigent les services de police en 2019, début 2020. Puis il y a eu la crise sanitaire qui a un peu figé tout ça. Et là, on arrive vraiment... Moi, on m'avait expliqué en 2019 que le centre de Paris et le Trocadéro allaient devenir des coupe-gorge comme l'était le... Mais à cause notamment de l'immigration clandestine et à cause de l'incapacité du système judiciaire pour plein de raisons. On va pas se lancer ce soir, mais son incapacité quasi matérielle à absorber le flux de délinquants qui lui est présenté par une police qui fait ce qu'elle peut. Et donc aujourd'hui, quand vous avez en plus un ministre de l'Intérieur, moi je suis d'accord avec Ménard sur le fait que Darmanin, franchement, c'est pas le plus mauvais. Mais par contre, il a commis, à mon avis, une grosse faute juste après l'élection présidentielle, la réélection d'Emmanuel Macron. C'est son mensonge. Faut assumer le mot. Sur le Stade de France. Sur le Stade de France. Au Stade de France, il s'est passé des choses extrêmement graves avec une délinquance violente qui provenant de groupes, pour la plupart d'entre eux issus de l'immigration, qui ont fait des razzias, qui ont attaqué des gens extrêmement violemment. Ce fait qui a été nié dans un premier temps par le gouvernement et qui, curieusement, a été reconnu et qui a été nié, y compris devant une commission parlementaire, faut quand même le souligner, et qui tout à coup a été reconnu alors après les élections. Il y a une sorte de mea culpa très léger, avec une pirouette en disant je me suis trompé, je suis désolé, et allons-y, avançons. Mais où est passé le principe de responsabilité? Nous avons aujourd'hui un bilan en termes de violence sur le territoire français qui est catastrophique, des violences contre les forces de l'ordre, des refus d'obtempérer. Les policiers tirent tous les jours en France aujourd'hui. Franchement, c'est une énorme préoccupation et je pense que à tout moment on peut avoir un accident grave et je pense que c'est un des points sur lequel le gouvernement peut tomber. Ça, alors là, pour le coup, tomber. Ah oui, je pense que si jamais un jour il y a un fait divers encore plus grave que les autres, c'est de nature à ouvrir une crise politique qui, pour le coup, peut aboutir à la chute du gouvernement. Charles Consigny sur la sécurité, le bilan Macron. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Thibault de Montbrial. Je pense que c'est le principal échec de son quinquennat et on a tous autour de nous, soit on le vit directement, soit on a des témoignages de gens qui se sentent, qui subissent l'insécurité, notamment les femmes, notamment dans les transports le soir ou même dans les rues de Paris le soir. L'insécurité à Paris et dans un certain nombre de villes comme Nantes, Marseille, d'autres villes, grandes villes comme ça françaises, c'est devenu un vrai fait de société et il est exact de relever que ça n'est pas traité. Moi, je pense qu'il y a eu une forme d'abandon sur ce sujet. Il est exact de dire, et ça n'est pas un propos qui doit prêter à polémique, qu'il y a un lien entre l'immigration et une certaine délinquance et une certaine criminalité, tout simplement parce que quand vous avez des gens qui arrivent en France et qui n'ont pas de travail, plus ou moins pas de logement, ils se retrouvent à commettre des actes criminels et délictueux pour survivre ou pour ils se font embrigader, etc. Tout ça, c'est des choses qui existent. Et il est exact aussi de dire que la justice, elle est totalement dépassée par tout le volume qu'elle a à traiter, et donc elle écope un peu la mer avec une cuillère, la justice française. C'est d'ailleurs valable pour le pénal comme pour le civil. Et enfin, il y a un dernier point qui, moi, me semble important, qui est
oublier qu'il n'y a pas eu de politique sous ce quinquennat s'agissant des banlieues. Les quinquennats précédents se sont tous illustrés d'une façon ou d'une autre par une politique volontariste. Alors, on a vu que c'était rarement couronné de succès, comme quoi c'est un problème très difficile, mais sous Sarkozy comme sous Hollande, on a essayé de faire, et même d'ailleurs sous Chirac, on a essayé de faire des choses pour sortir les banlieues de leur situation. Sous Macron, moi j'ai observé plutôt une forme d'abandon, on a baissé les bras et on n'a rien tenté. Donc ce serait peut-être bien de faire quelque chose sur le sujet. Gérald Darmanin est pourtant là sur le terrain en ce moment, il dit que sur les points de deal, le trafic de stupéfiants, les policiers n'ont pas arrêté. Oui, mais c'est pas une question, si je puis me permettre, ça n'est pas pour moi une question de répression s'agissant des banlieues. C'est comment on fait, c'est toujours la même question, mais ça fait 40 ans qu'on la pose, comment on fait pour que les jeunes qui rentrent dans la délinquance et la criminalité rentrent plutôt sur le marché du travail, dans des études supérieures, etc. Pour moi, c'est ça la question. Thibaut de Montbrial. Juste pour compléter l'échange, on est d'accord. Un mot quand même, un focus sur l'immigration. C'est aussi le grand échec de la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que les statistiques de renvoi des gens, c'est-à-dire le raccompagnement à la frontière, ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire, elles étaient déjà pas très nombreuses en 2017, ça s'est effondré. On est aujourd'hui à moins de 10% d'obligations qui sont exécutées. Et tout à l'heure, Charles Consigny rappelait la détresse des gens qui tentent régulièrement de rentrer en Europe de façon illégale et dernièrement encore à Melilla, à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Mais moi, je suis désolé, aussi dur que ce soit, la combinaison des efforts des gendarmes marocains, dont une centaine a été blessée d'ailleurs incidemment ce jour-là, et des policiers espagnols, ce sont des combinaisons d'efforts qui sont faites dans l'intérêt de nous protéger et d'éviter que les vagues que nous ne sommes plus capables de contenir pour les raisons dont Charles a parlé et qui aboutissent en tout cas au quotidien à ce que la vie de nos compatriotes soit non seulement pourrie mais en danger. Eh bien, c'est la bataille aux frontières, parce que c'est une bataille qui a vocation à empêcher à ce que on ait une bataille sur notre territoire. Simplement, sauf erreur de ma part, simplement, il y a eu 10 morts, je crois, à cet endroit-là, à la frontière, lors de ces opérations. Et je suis désolé, mais plus des violences. Et je pense qu'on peut contrôler les frontières de l'Europe sans tuer les gens qui se présentent aux frontières. Quand vous avez une horde de 800 personnes qui vous attaquent et que vous avez moins une centaine de blessés, le fait qu'il y ait des morts fait malheureusement partie des risques qui sont pris par les gens qui vous attaquent. Enfin, 10 morts, c'est quand même alors, Karim Zeribi et ensuite Alexandre Devecchio. La question que vous posiez était inhérente à l'absence de confiance des Français concernant le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité et de justice d'ailleurs, donc, parce que ça va ensemble et on a tort effectivement de séparer les deux sujets. La réalité, c'est qu'il y a un point faible qui est indéniable. Et les Français ont l'impression que cette question n'a pas été traitée. C'est même pas qu'elle ait été maltraitée, c'est qu'elle n'a pas été traitée. Quand vous faites un Beauvau de la sécurité, la dernière année de votre mandat, quand vous faites des états généraux de la justice, à 4 mois du premier tour d'élection présidentielle, c'est que vous n'avez pas traité ce sujet. Ces enjeux-là, vous les traitez en début de quinquennat, avec des lois de programmation de l'Assemblée nationale qui font que chaque année, vous donnez des moyens aux forces de l'ordre, vous donnez des moyens à la justice pour traiter les problèmes, effectivement, de notre société. Cela n'a pas été fait. Alors oui, on a recruté plus de fonctionnaires de police, on avait un retard considérable. On n'a pas créé de places de prison, on n'a pas créé de centres d'éducation renforcés fermés, je précise. Les centres d'éducation renforcés sont rarement fermés dans notre pays. Et donc du coup, on n'a pas traité cette problématique. Et quant aux clandestins qui commettent des actes de délinquance et qu'on ne renvoie pas, je suis désolé de vous le dire, c'est un problème qui fracture la société française, non seulement sur les enjeux de sécurité, mais aussi sur des enjeux de cohésion. Parce qu'on peut avoir des Français qui ont tendance effectivement à se dire mais finalement on a trop d'immigrés, alors qu'on a des immigrés qui travaillent, qui respectent les lois de la République, qui contribuent au développement du pays, mais ceux-là peuvent être confondus avec ces clandestins qu'on ne traite pas, qu'on ne renvoie pas dans leur pays. Et là, moi, quand je vois le président qui a laissé Gérald Darmanin faire le tour des pays du Maghreb en revenant quand même bredouille, il faut bien le dire, pourquoi le président à un moment donné, sur un sujet qui est éminemment sensible dans la société française, ne met pas ça à l'agenda de ses rencontres avec ses homologues, le président tunisien, algériens, marocains. Donc nous avons un problème d'OQTF qui ne sont pas respectés. Vous ne nous donnez pas de laissez-passer consulaire. Vous ne voulez pas reprendre vos clandestins. Donc ça ne va pas fonctionner. Karim, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Ça n'est jamais à l'agenda. Quand il nous fait le scénario un peu cinéma devant Biden qui dit j'ai appelé le président de l'Arabie Saoudite pour faire baisser le prix du pétrole, moi j'aimerais qu'il dise à un moment donné j'ai rencontré mes homologues pour leur parler effectivement du retour des clandestins. Ça n'est pas fait. Karim, pour aller dans ton sens, c'est le dernier jour aujourd'hui de la présidence française
de l'Union européenne. Il y avait là une occasion historique d'inscrire à l'agenda de l'Union européenne une véritable politique d'immigration, et ça a été complètement passé, complètement laissé de côté. Malgré, souvenez-vous, la crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie il y a quelques mois. Qui était le prélude à ce qui s'est passé ensuite. Beaucoup de choses. Alexandre Devecchio. Beaucoup de choses très, très justes ont été dites. Il y a un point faible, c'est tout de même la justice, je pense. La justice, l'excès de droit aussi, parce que la question de l'immigration, c'est un problème de droit individuel qui fait qu'on ne peut pas expulser les gens. Il faut construire des prisons, mais aussi des centres de rétention, je pense, parce que ça a un effet dissuasif. Mais donc, dans les signaux que peut envoyer le président de la République, si le problème c'est la justice, c'est quand même de changer de garde des Sceaux. Peut-être prendre un garde des Sceaux de droite, puisqu'il ne peut pas changer le ministre de l'Intérieur, qui à mon avis est décrédibilisé par le Stade de France, mais ce sera plus compliqué. Ça lui permettrait de s'adresser à la droite, ça c'est une chose, mais surtout à s'adresser au pays, parce que je crois que c'est un enjeu très important pour le pays, et tous les Français le pensent. Et de la réponse pénale. J'aimerais juste vous faire écouter un témoignage qui fait partie de ceux qui révulsent les Français, qui se disent mais en fait notre justice ne fonctionne pas. Le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Karine. Elle a été au procès de son agresseur, son violeur, qui a été condamné à 6 ans de prison dans 2 fermes et qui est ressorti libre du tribunal. Elle est en larmes. Elle témoignait ce matin sur CNews. Écoutez-la. Je rentrais du travail, en fait, un soir je rentrais du travail au restaurant que je fermais. Il devait être, je sais pas, à minuit. J'ai été abordée par un chauffeur de taxi qui me disait que c'était dangereux de se promener tout seul le soir comme ça et qui proposait une course gratuite pour me ramener chez moi. Et je vous l'ai fait assez rapidement parce que c'est un peu difficile. Pardon. J'ai même plus de larmes. Je suis désolée. Et en fait, une fois dans son taxi en bas de chez moi, un peu plus loin, il m'a forcé à faire une fellation. Il a passé ses doigts partout. Enfin bref, et pour lui, tout ça, c'était normal. Après, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Il m'a laissé. Et aujourd'hui, il dit qu'il comprend pas parce que pour lui, tout ça, c'était consenti. Ça fait 25 ans qu'on m'élève en me disant que la justice de ce pays, elle est juste, elle sera juste. Donc oui, j'ai confiance en la justice, mais aujourd'hui, hier, elle nous a trahis. Et j'espère qu'elle va réparer ça parce que je sais qu'elle est capable de ça aussi. Voilà l'incompréhension et l'émotion de cette jeune femme qui ne comprend pas que son agresseur, son violeur, condamné à 6 ans de prison dans 2 fermes, Thibaut de Montbrial, ressorte libre. Mais enfin, écoutez, comment on peut faire ? Moi, vous savez que je ne suis pas précisément sur des lignes molles en matière de sécurité et de justice. Pour autant, je suis toujours très embarrassé pour commenter des décisions dont j'ignore tout. C'est effectivement, à entendre cette jeune femme, c'est effectivement dramatique. Maintenant, je suis toujours prudent. Quand on a condamné à 6 ans de prison, dont 2 fermes, mais si c'est pour viol, sortir libre. Enfin, expliquez-moi. S'il a fait, c'est bon, voilà, c'est techniquement. Mais c'est un problème. Mais c'est un problème. Non, je crois qu'il est condamné à 6 ans, dont 2 avec sursis. Oui, mais après, donc 4 fermes. Oui, ça veut dire qu'il a fait de la détention provisoire. Oui, mais si c'est 4 fermes pour le crime de viol, non, mais parce que c'est peut-être aussi vous avez raison. Sexuelle, ouais. Mais je ne crois pas qu'il sorte d'une cour d'assises. Voilà. J'ai pas l'impression. On va juste écouter son avocate, à la jeune femme qui explique un tout petit peu. Alors voilà. Après, ce sera peut-être plus facile de vous répondre. Ton avocate. On espère que le parquet va faire appel de cette décision, parce que le parquet avait requis quand même 12 ans d'emprisonnement ferme. Donc vous imaginez qu'il en prend la moitié et uniquement 2 fermes et le reste en sursis probatoire. Donc c'est même, j'allais dire, un échec pour l'enquête, l'instruction. Ce monsieur a été mis en liberté dès le départ parce qu'il avait des garanties de représentation, alors que les faits étaient très graves. En gros, il faut savoir que dans ce dossier-là, il y a 12 victimes potentielles et il n'y en a que 3 qui se sont constituées partie civile. Voilà. Est-ce que c'est plus clair, Thibaut de Montbrial ? Oui, c'est plus clair. Pas clair. Il a été en liberté tout de suite, oui, mais pour autant, il sortirait immédiatement. Il sortirait libre. Il prend 4 ans ferme, il sort libre du tribunal, alors qu'il n'aurait pas fait de détention provisoire. C'est pas possible. Beaucoup. Mais il dit qu'il a été libre parce qu'il a des garanties de représentation. S'il y a 12 ans requis, c'est que c'est les assises, donc c'est effectivement techniquement un viol, parce que parfois il y a des abus de langage, et effectivement, à ce moment-là, avec l'explication complémentaire de l'avocate, ça semble assez choquant. Mais ça aurait été bien d'avoir la défense. Ça aurait été bien d'avoir l'avocat de la défense. On a 2 fois. Je suis d'accord. Cela dit, pour sortir de cette affaire dramatique, la réponse pénale, malheureusement, de plus en plus, elle est insuffisante, et elle est ressentie comme insuffisante à la fois par les victimes, mais aussi par les policiers qui se donnent beaucoup de mal pour amener devant les tribunaux les voyous qu'ils interpellent, et qui bien souvent ont l'impression que leurs efforts sont. Elle est d'autant plus insuffisante qu'elle est multirécidiviste. Moi, je trouve. Parce
que c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire, on est encore trop dans le rappel à la loi. On est encore trop dans des, quand vous voyez des délinquants sur le refus d'obtempérer Charles, quand on regarde les profils, on voit qu'il y a beaucoup de multirécidivistes. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord en un mot? Mais il suffit de se rendre dans un tribunal correctionnel pour voir que la justice est très sévère. Je suis désolé de le dire aussi bêtement que c'est. Il suffit d'aller voir les comparutions immédiates à Paris et vous allez voir si la justice est laxiste. Je vous souhaite pas de comparaître en comparution immédiate à Paris. Participer à Punchline dans un instant sur CNews. Clélie Mathias et ses invités. Moi, je vous retrouve sur Europe 1 pour Punchline. Bonne soirée sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.